c'est la reprise des hostilités, ou du moins des affrontements du côté de la République démocratique du Congo à l'Est, pour être plus précis, et quelques jours seulement après le sommet extraordinaire ayant réuni à Dar es Salaam en Tanzanie les chefs d'État et de gouvernement de l'EEAC et de la SADC, le M23 et le Rwanda ne se sont pas alignés sur les résolutions prises, dont l'une d'entre elles appelait les parties prenantes à un cessez-le-feu immédiat à l'ouverture des négociations ou encore des pourparlers sur le terrain. La réalité est tout autre. Comment pouvait-il en être autrement? Car nous savons que derrière cette guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo se cachent des intérêts, parfois étrangers. Écoutez, permettez que je revienne dans la thématique d'accueil. Vous n'allez pas me censurer. Là. Non, loin de là, DP. Henri Atangla et Linda ont dit des choses très intéressantes, mais ils ont oublié deux choses. Lesquelles? Vous savez, l'énergie dans le contexte géopolitique actuel est devenue un instrument qui charge de nombreux enjeux géopolitiques. Je crois que lorsque l'Union européenne choisit certains partenaires et mène une guerre par procuration contre d'autres, oui, sur le continent africain, ce n'est pas anodin. Je voudrais bien, n'est-ce pas, m'enthousiasmer de constater que l'Afrique peut avoir son mot à dire dans le contexte, n'est-ce pas, actuel, où l'Europe est à la recherche de l'énergie sur toute la planète Terre. Oui. Mais je pense également que c'est toujours important d'abord de penser à soi, avant de penser aux autres. Parce qu'en réalité, pour eux, c'est une question de survie. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le continent africain, c'est un vaste marché. Hein. Comparé à l'Europe, le continent africain, c'est un vaste marché. Est-ce que le continent africain, du point de vue de l'énergie, n'a pas une demande suffisante pour pouvoir absorber justement une partie, n'est-ce pas, de cette production, notamment du gaz? Parce qu'il ne faut pas qu'on donne... L'Afrique doit également contribuer à affaiblir l'Europe, au même titre qu'elle doit contribuer à affaiblir les États-Unis. Parce que l'Afrique ne doit pas constamment être cette carapace sur laquelle tout le monde vient taper quand ça l'arrange. Du tout. Il faut que l'Afrique soit également capable d'affaiblir les autres qui se nourrissent justement de ces matières premières. Et dans le contexte de la guerre, je veux dire, de la coalition internationale contre la Russie, notamment en Ukraine, étant donné que beaucoup de pays africains ont choisi leur bloc, l'ont fait le choix de s'allier derrière la Russie, je crois qu'il était de bonne guerre de mon point de vue, également de leur faire un petit chantage, c'est-à-dire que d'abord chercher à satisfaire la demande africaine en matière d'énergie, c'est-à-dire du gaz. Nous avons un espace économique qui s'appelle la ZLECA. Même comme ça reste, c'est encore sur le papier. Mais l'Afrique, c'est plus d'1,4 milliard d'habitants. Je crois que c'est un marché incontestable. Maintenant, au niveau du marché international, qui va fixer le prix? Parce que nous savons comment ça fonctionne, généralement avec les produits ou les matières premières qui proviennent du continent africain. Les prix sont fixés par... Mais là, l'Europe est en difficulté des pays. Donc forcément, les pays africains devraient tirer profit justement de cette situation. Notre problème n'est pas de savoir si l'Europe est en difficulté ou non. Notre problème, c'est de savoir à qui nous vendons effectivement, qui est notre problème. C'est ça. Et qui va fixer comment sera fixé le prix sur le marché international? L'uranium nigérien, c'était pas fixé son prix n'était pas fixé par le gouvernement nigérien. Le cobalt, le lithium, le diamant, le coltan congolais, son prix n'est pas fixé par le gouvernement congolais. Donc on voudrait donc savoir, je voudrais bien savoir comment le prix sera fixé sur le marché européen, je ne sais pas, le prix du gaz. Ça c'est dans les deux. Ici, il est important également de dire une chose. Dans le contexte actuel, où vous avez plusieurs blocs qui sont en train de vouloir se mettre en place, je crois qu'il est important que le continent africain, j'apprécie
j'apprécie, n'est-ce pas, l'information que vient de nous donner Linda Barouya en ce qui concerne l'Afrique du Sud, qui s'est engagée dans la production, dans l'enrichissement d'uranium. Je ne sais pas si c'est en matière militaire ou en matière civile. Dans tous les cas, c'est déjà pas parce qu'il s'agit d'un programme qui avait été démantelé lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. C'était un programme qui existait avant son arrivée, mais dès qu'il est arrivé, il a été démantelé par Washington. Maintenant, si le gouvernement actuel a repris ce programme, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour les Africains, on espère qu'en plus de l'aspect civil, il y aura l'aspect militaire. Il faut quand même qu'il y ait un pays africain qui ait une arme atomique qui pourrait servir de dissuasion. C'était juste une parenthèse. Maintenant, je vais terminer pour cette thématique d'accueil en disant que non, dans le contexte de ce que nous avons appelé le projet d'intervention, n'est-ce pas, de l'Union européenne via la CEDEAO au Niger, on a vu l'engagement, j'ai envie de dire la détermination d'Abuja à fournir au moins 2 ou 3 contingents de son armée, des éléments pour aller combattre, pour aller délivrer le soldat Bazoum. On a cru à un moment donné que justement que l'Abuja allait mettre en veilleuse, n'est-ce pas, ce projet du gazoduc transsahárien. Je crois que finalement, ça se passe comme ça se passe exactement en Ukraine. Oui. C'est-à-dire qu'on a privilégié le business, n'est-ce pas, aux utilités. Mais si à travers justement l'aspect business, comme vous le dites, on peut taire toutes nos divergences, notamment sur le plan politique, et c'est une bonne chose, c'est ce que nous souhaitons. Mais dès lors qu'il s'agit du voisin le plus proche, ça prend une autre nuance. Or, en Ukraine, ce n'est pas la même chose. En Ukraine, vous avez des individus qui viennent de très loin et pour venir combattre un pays qu'ils accusent d'avoir annexé un autre. Oui. Mais dans le cas précis, on voit bien sûr les Nigérians, ou du moins les autorités nigériennes et nigérianes engagées dans la réalisation, voire la matérialisation de ce gazoduc. C'est une bonne chose. Non, je veux dire, non, quand vous parlez de business, je ne pense pas que dans ce contexte-là, le Niger avait privilégié le business puisqu'ils avaient coupé, n'est-ce pas, la fourniture d'énergie électrique, n'est-ce pas, au Niger, qui n'était pas, dont la distribution n'était pas gratuite, c'était payé. Oui, mais là, une partie de ce gaz nigérian va également alimenter le Niger. Non, je salue donc justement le fait que désormais on a privilégié le business en lieu et place des hostilités. Maintenant, pour revenir à la thématique, la première thématique, écoutez, repris de combat en RDC, le MRC, le M23, NARG, la SADC et le EAC. Écoutez, le M23 ne nargue pas la SADC ou le EAC, non. Le M23, c'est exactement comme Al-Qaïda, comme État islamique, comme Daesh, c'est-à-dire qui est piloté par des puissances impérialistes étrangères avec un agenda bien précis. C'est-à-dire l'agenda de balkaniser, n'est-ce pas, le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo et éventuellement en faire une sorte j'ai envie de dire, de califat. C'est ça l'agenda du M23 du côté de la République démocratique du Congo. Il vous souvient que, je crois que c'est l'émission, dans une émission de l'International, je crois la semaine dernière, je vous faisais comprendre qu'il fallait prioriser l'option militaire. Dans le contexte actuel, ça semblait vous choquer beaucoup, mais c'est une réalité. Quand vous savez qui est derrière, n'est-ce pas, le M23, qui est derrière le Rwanda. C'est ça qui est la question. Qui finance, qui soutient le Rwanda? Qui finance le M23? Qui lui donne de l'armement? Et qui lui donne surtout les vecteurs aériens, puisque un groupe armé qui a été créé comme ça, comme ce d'avoir été créé comme ça, ne peut pas avoir les vecteurs aériens. Comme c'est le cas du M23, ça veut dire que derrière, vous avez des puissances étrangères. Une puissance qui a signé, par exemple, les mémorandums d'entente avec le Rwanda en vue de l'exploitation des matières premières qui ne disposent pas, mais qui sont plutôt exploitées du côté de la République démocratique du Congo, ne peut pas vous dire qu'elle peut devenir le partenaire d'un État africain. Je parle de l'Union européenne. Je crois que c'est ça l'objet de la deuxième thématique. Oui, nous aurons l'occasion de parler. Alors, c'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes là en pleine hypocrisie. L'option militaire, c'est celle qu'il faut prioriser actuellement. Et il faut rapidement que
le président actuel du Congo, de la République démocratique du Congo, prenne ses responsabilités. Mais s'il ne peut pas le faire, ça pose un autre problème. Un autre problème, j'ai envie de dire, de sérieux. Denis Mukwege, c'est vrai que c'est un personnage que je n'apprécie pas trop. Il a demandé depuis avant-hier, je crois, depuis lundi, à l'Union européenne de ne plus acheter les minéraux au Rwanda. Oui. Ces minéraux qu'il appelle les minéraux du sang, oui, qui sont exploités en République démocratique du Congo, où depuis le pic de cette agression militaire, il est signalé des viols, n'est-ce pas, des soldats du M23 contre les jeunes, les femmes, des exactions contre les populations civiles. Nous pensons que dans un tel contexte, je crois qu'il devrait y avoir au moins une condamnation de la Maison-Blanche, oui, qui a l'habitude de s'aimer les tuer n'importe quoi. Mais, paradoxalement, depuis que nous avons atteint le pic de cette agression militaire, il y a eu des condamnations timides, n'est-ce pas, de l'ONU. Oui. Il y a des condamnations timides et peu tardives même de l'Union européenne. On attend toujours d'avoir des condamnations fermes de la Maison-Blanche. Ce n'est pas encore le cas. Vous savez pourquoi? Voilà. Tout simplement parce que c'est eux qui ont intérêt, c'est eux qui tirent les ficelles. Ce sont eux qui ont besoin justement de continuer à exploiter le lithium, le coltan, le cobalt, l'uranium, l'or, le diamant et consorts. Bref, toutes ces matières premières dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur industrie d'une manière générale. Je voudrais sortir en disant, monsieur Nguéné, c'est inacceptable qu'en 2025, oui, on entend dire qu'un État africain est en train d'agresser un État africain du point de vue militaire. Lorsque le Rwanda a été confronté au plus grand crime humain que le monde n'ait jamais connu, notamment le génocide de 1994, tous les Africains, si bien tous les Africains se sont levés comme un seul homme, par solidarité, pour condamner justement ces crimes, dont les fusibles se retrouvent actuellement du côté de la CPI, et dont les véritables auteurs se baladent dans les rues de Paris, de New York, de Genève, n'est-ce pas, de Bruxelles. Et parmi ces États, ces peuples africains qui ont condamné, soutenu, n'est-ce pas, le Rwanda dans cette épreuve difficile, oui, il a la République démocratique du Congo. Il est donc curieux et paradoxal qu'en 2025, le Rwanda décide d'être un traître de l'intérieur au profit de puissances étrangères. Voilà.